Bonjour, mon nom est Marie-Ève Talbot-Sarmiac. Je suis coordonnatrice du comité scientifique sur les ITSS de l'Institut national de santé publique. Aujourd'hui, la capsule qu'on filme vise à vous présenter les grandes lignes d'un rapport qui a été élaboré par l'Institut national de santé publique. Ce rapport s'intitule « Consensus d'experts sur la charge virale et le risque de transmission du VIH ». Ce rapport-là a été créé par des experts de l'INSPQ et ça provient d'un mandat qui a été confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les grandes lignes et l'ensemble de la démarche vont être présentées sous forme d'une entrevue qui a été réalisée avec le Dr Steven, qui est président du site également. Pour ceux et celles qui voudraient plus de détails, on va vous inviter à venir consulter le rapport complet qui est présent sur le site de l'INSPQ. Merci! Il y a un contexte historique intéressant pour ce rapport. Premièrement, depuis 1996, on sait que les antirétroviraux ont changé de façon importante le pronostic au point de vue de la mortalité et de la morbidité pour les personnes qui prennent ces médicaments. Suite à ça, des études observationnelles ont noté qu'il semblait y avoir moins de transmission chez les personnes qui étaient traitées adéquatement. On suivi des consensus d'experts, entre autres les experts suisses. Il y a eu l'étude HPTN 052 et par la suite d'autres consensus d'experts en Europe, aux États-Unis. Et tout ça a amené par contre des messages variés et même des fois des messages qui semblaient contradictoires sur cette question de transmission réduite par la prise des médicaments. En 2014, l'étude Partner est venue nous donner des vues différentes, bien comprendre qu'est-ce qu'il en était de la prise du médicament et le risque de transmission. Et en 2014 aussi, un autre groupe canadien d'experts ont regardé cette notion de transmission du VIH et de prise de médicaments. Nous avons travaillé en collaboration avec ce groupe-là, donc on regardait essentiellement la même problématique, eux avec une vision pour le réseau du système juridique, alors que notre groupe travaillait plutôt pour une vision pour la santé publique. En janvier 2013, le service de lutte aux ITSS a demandé au comité ITSS de l'Institut national de santé publique de regarder cette question dans le cadre de la mise à jour du guide de dépistage québécois des ITSS. Donc, on voulait évaluer effectivement ce risque de transmission et ainsi soutenir la mise à jour de l'outil estimation des risques de transmission des ITSS. Donc, il y avait 4 principales visées de ce rapport. Premièrement, de clarifier l'effet de la charge virale indétectable sur le risque de transmission, préciser les conditions associées à cette réduction de risque de transmission, et ainsi contribuer aux efforts du ministère dans la lutte contre le VIH et alimenter les travaux du ministère pour la mise à jour des différents guides et outils à la pratique des professionnels de la santé. Il y a eu 3 rencontres d'un sous-comité qui se rapportait au CITS. Il y a eu 2 rencontres du comité TSS où nous avons discuté des travaux du sous-comité. Bien entendu, on a fait une revue de la littérature exhaustive à ce sujet et on a utilisé les niveaux de risque qui étaient déjà utilisés dans l'outil estimation des risques pour les différentes activités sexuelles, ce qui a mené à l'adoption du rapport le 11 novembre 2013 par le comité ITSS. Nous avons utilisé 4 niveaux de risque différents pour le rapport. Donc, le premier niveau, aucun risque. Le deuxième niveau, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et finalement de consensus, négligeable ou très faible. On a amalgamé ces 2 épithètes, et finalement faible et élevé.
Nous avons utilisé le seuil de détection des trousses qui sont actuellement utilisés au Québec. Donc, le niveau de non-détectabilité a établi à 40 et ce niveau devait être maintenu dans le temps pour une période minimum de 6 mois et avec au moins 2 mesures dans cette période. Plusieurs facteurs peuvent influencer sur le niveau de la charge virale, principalement l'observance de la personne qui prend les médicaments, la présence d'autres infections transmissibles sexuellement et finalement le stade de l'infection chez la personne qui est infectée par le VIH. Trois éléments très importants ont été retenus par le groupe. Premièrement, pour ce qui est du risque de transmission lors de relations sexuelles vaginales, lorsqu'il y a utilisation de médications et échange viral non détectable, le niveau passe d'élevé à très faible ou négligeable. Pour ce qui est des relations orales, le comité a aussi jugé que le niveau pouvait être considéré très faible ou négligeable, et c'était la même chose du côté des relations anales, que ce niveau de risque pouvait être considéré très faible ou négligeable. Mais ces constatations ne s'appliquent que lorsque 6 conditions sont respectées. Des 6 conditions, donc la première, c'est que la charge virale soit non détectable sur au moins 2 tests et sur une période de 6 mois. La deuxième condition, c'est une observance importante au traitement, définie par au moins 95% des doses de médication qui sont prises selon les recommandations du médecin. Que la personne qui a le VIH est en relation stable et exclusive avec son ou sa partenaire, qu'aucun des deux partenaires ne souffre d'une infection transmissible sexuellement et par le sang, que ces deux partenaires soient soumis à un suivi à tous les 3 ou 4 mois, où il y a un dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, incluant, bien entendu, un test de VIH pour la personne qui est séronégative, et que les deux partenaires profitent d'un counseling régulier et approprié. C'est important de réaliser que ces deux méthodes de prévention, soit la thérapie antirétrovirale et l'utilisation du condom, sont deux méthodes de prévention qui sont hautement efficaces et qui ne doivent pas être considérées nécessairement exclusives. Par contre, il n'y a pas actuellement de consensus qui détermine qu'il y a supériorité d'une méthode de prévention sur l'autre méthode de prévention. Je pense que c'est important de bien réaliser que ce consensus d'experts définit bien les conditions pour que ces recommandations s'appliquent. Donc, il ne faut pas oublier les 6 recommandations qui ont été énumérées auparavant. Je pense que c'est important aussi d'être en mesure de soutenir les personnes qui ont le VIH ainsi que leurs partenaires qui souhaitent adopter des pratiques sécuritaires et réduire leur risque de transmission, d'avoir accès à un counseling approprié. Et bien entendu, même si toutes ces conditions sont respectées, le risque zéro ne peut pas être garanti. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Steben. Au plaisir.